Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Bonjour Bianca de Batz. Merci d'être notre invité. Vous êtes secrétaire d'État à la région bruxelloise, membre du CDNV, le Parti social chrétien flamand. Alors, coopération développement, sécurité routière, informatique et transition numérique, égalité des chances, bien-être animal. C'est les compétences, j'ai rien oublié? Tout à fait, c'est bien ça. Ouais. Alors on va commencer avec l'égalité des chances et tout ce qu'on peut rappeler le vivre ensemble. Avec l'actualité, on a vu dans le journal que l'enquête se poursuit sur ce qui s'est passé à la synagogue d'Anderlecht. Est-ce que vous craignez ou constatez une résurgence de l'antisémitisme à Bruxelles ? Oui, on le constate. Malheureusement, le vivre ensemble n'est apparemment pas encore pour tout le monde une évidence. Et j'ai vu les chiffres hier soir que les actes antisémites, que ce soit verbal ou autre, ont augmenté x4 depuis l'année passée et maintenant. Donc c'est quand même, moi ça me choque et c'est vrai que ça me fait peur. Quels sont les moyens que les autorités, les pouvoirs publics peuvent déployer pour essayer de contrer ce phénomène ? Oui, je pense qu'il faut aussi travailler par les écoles, les jeunes, parce que c'est là qu'on apprend quand même à vivre ensemble. Mouvement de jeunesse, associations sportives, l'école aussi. Je pense aussi qu'il est important de réunir les différentes religions, ou en tout cas les leaders religieux, si je peux le dire, parce qu'il ne faut surtout pas emporter les problèmes internationaux qu'on connaît à Bruxelles. Donc je pense que le dialogue est plus que jamais important entre toutes ces convictions et religions à Bruxelles. Ça veut dire que vous allez réunir les représentants du culte musulman, de la communauté juive, du culte catholique? Tout à fait, tout à fait. La laïcité, j'espère qu'ils seront tous là. La date est fixée. Ce sera quand ? C'est début octobre, si je ne me trompe pas, qu'on va donc essayer de réunir tous ces gens autour de la table pour effectivement voir qu'est-ce qu'on peut faire sur le terrain. Parce que je sais que le dialogue entre les leaders spirituels et religieux, c'est important, mais il faudra aussi regarder qu'est-ce qu'on peut faire sur le terrain. Comment est-ce qu'on peut justement atteindre les jeunes ou les gens apparemment qui font ce genre d'actes qu'on ne peut que condamner. Ouais, toutes les religions ont condamné, notamment un communiqué de la conférence des oulémas marocains qui a condamné l'attentat de la synagogue. Donc on laisse l'enquête se dérouler. Visiblement, c'est pas tout à fait clair ce qui s'est passé à Anderlecht. Quand on réunit les représentants des différents cultes, c'est quoi le but? C'est qu'on ait un communiqué commun à la fin? Ou est-ce qu'on pourra vraiment avoir des actions? Parce que la difficulté, c'est aussi de toucher les jeunes des quartiers et parfois des jeunes qui ne fréquentent aucun lieu de culte, que ce soit une mosquée, une synagogue ou une église. On a les moyens de toucher ces jeunes-là? Parfois, c'est juste de la petite délinquance. Je pense qu'il faut effectivement toucher les jeunes. Un communiqué pour condamner, comme on a fait maintenant, c'est important. Mais il faut travailler plus dans le fond, je pense. Déjà, surtout aussi, regarder ce qu'on a en commun. Parce que très souvent, je constate que les gens regardent un petit peu ou se focalisent sur les différences entre les religions et les différentes cultures. Mais regardons quand même tout ce qu'on partage et focalisons sur le positif. Donc ça, le dialogue entre ces différentes religions est important. Et puis, je pense que c'est la troisième étape, c'est travailler dans les quartiers, avec les jeunes, avec les écoles, les associations. Et ça, vous avez les moyens de le faire en tant que secrétaire d'État à l'égalité des chances? Ou c'est les communes qui doivent le faire? Ensemble, je veux dire, je ne pourrais pas le faire tout seul, ce sera avec les collègues, bien entendu. Quand on parle d'antisémitisme, d'islamophobie, d'homophobie, qui est un autre domaine, de sexisme, est-ce que ce sont des domaines complètement différents ou est-ce qu'il y a des points communs? Est-ce que c'est le même phénomène qu'on doit attaquer ou est-ce que ce sont à chaque fois des phénomènes différents avec des stratégies différentes? Il y a probablement des points en commun parce que c'est vrai, vous faites allusion à l'homophobie. Ouais. On a connu dernièrement une de vos premières déclarations en tant que secrétaire d'État, ça a été sur un professeur à qui on aurait demandé à la ville de Bruxelles de ne pas exposer son homosexualité aux élèves. Tout à fait, en ajoutant que ça pourrait choquer certains élèves. Alors là, j'étais effectivement un peu surprise. Ça m'a attristée aussi, parce que, bon, il y a quand même une émancipation de la femme, de la communauté homosexuelle aussi. Donc, il ne faut pas cacher ces différences. Justement, à Bruxelles, où il y a toutes ces cultures, vivons les différences d'une façon positive. Et ce qu'il faut faire, c'est surtout apprendre les jeunes, mais pas uniquement les jeunes, mais bon, commençons par les jeunes, à côtoyer les gens qui sont peut-être un peu différents, mais voilà, mais qui sont tout à fait bruxellois comme nous tous. Hein. Alors, vous êtes secrétaire d'État chargé de l'informatique et de la transition numérique. Ça veut dire qu'avec vous, on aura du Wi-Fi partout dans Bruxelles, que ce sera gratuit?
Oui, mais pas partout tout de suite quand même. Hein. On va faire ça en plusieurs étapes. C'est vrai que maintenant... Aujourd'hui, on a du Wi-Fi sur la Grand Place et on est un peu frustré. On se dit, tiens, il y a du Wi-Fi pour les touristes et les lieux vraiment fréquentés par les Bruxellois, les quais de métro, un certain nombre de places en ville, il n'y a pas encore le Wi-Fi. Quand est-ce que ça va arriver? Mais ça va changer. Déjà, on a annoncé la semaine dernière donc 3 places où bientôt il y aura le Wi-Fi, la place Roger, qui est quand même une place qui est fortement fréquentée en face de City 2, la rue Neuve. Donc là, je pense c'est vraiment nécessaire de le faire et ce sera fait d'ici quelques mois. Il y a 2 autres places aussi, c'est la place Collignon qui sera bientôt équipée de Wi-Fi et Schaerbeek. Mais ce qu'on va surtout faire aussi, c'est équiper toutes les écoles. Donc mon ambition, je sais que c'est ambitieux, oui, mais voilà, parfois il faut être ambitieux, c'est d'équiper toutes les écoles secondaires d'ici de la fin de la législature, ça me laisse 5 ans, pour équiper toutes les écoles bruxelloises, qu'elles soient néerlandophones, francophones, avec la fibre optique, ce qui veut dire qu'il y aura l'Internet à haut débit, on va placer des écrans interactifs pour que les profs puissent enseigner d'une façon tout à fait moderne, contemporaine, donc on va faire beaucoup de choses. Et ça, c'est la région qui paye? Et ça, c'est la région qui va financer. Ouais. Oui. Et sur les places publiques, le Wi-Fi gratuit, ce sera aussi la région qui paye? Ce sera aussi la région qui paye en collaboration avec les communes. J'espère aussi la ville de Bruxelles d'ailleurs, qu'elle va s'associer aux zones urbizones, qu'elle va s'associer au réseau régional parce que je pense que ce n'est pas très intelligent que chaque commune développe son propre réseau. Je pense qu'on doit réfléchir et penser dans un réflexe régional. C'est un gros budget ou c'est un budget acceptable pour la région de proposer le Wi-Fi aux habitants? Ça coûte quand même quelque chose, quand même quelques milliers d'euros par place, mais pour les écoles, c'est bien sûr un autre budget. Une dernière question sur cette question du Wi-Fi. Est-ce que vous allez encourager la STIB à accélérer le mouvement? On sait qu'il y a une étude sur la possibilité d'avoir le Wi-Fi, pas dans les rames, mais sur le quai des métros notamment. Ce sera fait dans les prochains mois, d'ici la fin de l'année? Écoutez, là, je ne peux pas vraiment fixer de date, mais il est vrai qu'on va y travailler, que c'est un examen et je pense que les gens de la STIB sont tout à fait aussi, ont la volonté d'avancer dans ce dossier. Est-ce que sur le numérique et est-ce que sur toutes ces technologies de l'information, on est en retard à Bruxelles quand on compare à Paris, à Londres, à Amsterdam? Un peu, en tout cas, pour ce qu'on appelle le concept, le Smart Cities. Et ça, j'ai vraiment l'ambition de travailler là-dessus. C'est-à-dire, c'est une vision globale, quelque part, pour gérer les villes, mais vraiment orientées vers le futur. Durabilité, sécurité, le vivre ensemble, tout ça, mais en utilisant des nouvelles technologies, par exemple comme Fix My Street qui existe déjà, mais donc on va essayer de développer ça. Ça, c'était votre prédécesseur, Brigitte Grauwels, qui l'avait lancé, vous allez le reprendre? On va le reprendre, d'ailleurs ça fonctionne très bien, on va l'élargir. Est-ce que Uber, une technologie comme celle d'Uber, donc les fameux taxis partagés, les voitures partagées, est-ce que ça fait partie d'une Smart City? Est-ce qu'on doit voir ça à Bruxelles? Ma position est assez claire là-dessus, c'est que les entreprises sont bien évidemment le bienvenu à Bruxelles. On en a fortement besoin pour l'emploi. Les nouvelles technologies aussi, parce qu'on doit vraiment être une ville orientée vers le futur. Mais ça ne veut pas dire que ces nouvelles entreprises ne doivent pas suivre certaines règles et réglementations. Et pourquoi on ne propose pas tout simplement aux taxis, sociétés qui existent aujourd'hui, de développer un système aussi pratique que celui d'Uber pour réserver une voiture? C'est ça, mais ils le font déjà. Il y a quelques sociétés qui développent eux-mêmes des apps. C'est moins bien, c'est moins moderne, c'est moins efficace. C'est vous qui le dites, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils y travaillent dessus aussi. Donc je pense qu'il faut travailler en complémentaire avec le secteur existant et les nouvelles technologies. Alors vous êtes secrétaire d'État au bien-être animal. On a l'obligation de stériliser les chats depuis le 1er septembre. C'est une compétence qui a été transférée du fédéral vers la région. Ça veut dire qu'on va contrôler ceux qui ont des chats si c'est bien stérilisé? On va en tout cas sensibiliser. C'est vrai que je suis la première secrétaire d'État en charge pour le bien-être animal, puisque c'est une nouvelle compétence. Ce dossier des stérilisations est tout à fait le premier grand dossier. Là aussi, à nouveau, parce que je suis quelqu'un qui aime bien travailler ensemble, collaborer, j'ai invité, la date est fixée aussi, les lettres sont parties à toutes les communes, parce qu'il faudra forcément passer par les communes. Progression de la population féline à Bruxelles, 6% de plus chaque année. Oui, c'est vrai. Oui. Et on n'a pas oublié, il y a 30 000 chats tous les ans qui arrivent dans les asiles, les refuges, dont un tiers doit être euthanasié. Donc, on doit absolument éviter ça. Donc, stériliser les chats, c'est vraiment le message que je veux donner. Et ce sera juste des incitants, des campagnes, ou est-ce qu'on va sanctionner à un moment? Mais sanctionner, moi je suis plutôt d'abord pour la prévention, la sensibilisation. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire avec les communes. Alors, un mot sur l'abattage rituel. Donc, on parle notamment de la fête de l'Aïd, la fête du sacrifice. La Flandre, par la voix de Ben Waits, a annoncé que à l'avenir, pas pour cette année, mais pour l'année suivante, il n'y aurait plus d'abattage sans étourdissement. C'est quelque chose à laquelle vous pensez à Bruxelles ou pas?
J'y pense bien sûr. Ce n'est pas dans l'accord de gouvernement, hein? Ce n'est pas dans l'accord de gouvernement, mais bien sûr, il est évident qu'en tant que secrétaire d'État pour le bien-être animal, je suis bien sûr sensible à la souffrance des animaux, que ce soit clair. La piste qu'on a lancée en Flandre d'autoriser ce genre d'abattage uniquement dans les abattoirs officiels est en soi une bonne idée. Mais la seule question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on va organiser ça à Bruxelles? Parce qu'après les premiers contacts que j'ai eus avec l'abattoir, ils disent aussi il y a 3000 moutons qui sont sacrifiés, si on peut dire, abattus ce jour-là. Moi, j'ai l'impression, selon les premières informations, encore une fois, qu'ils ne sont pas vraiment dans la mesure d'organiser ça eux-mêmes. Et surtout, ce qui, moi, me fait peur, c'est qu'on va retourner dans une situation qu'on a connue avant qu'on avait les abattoirs temporaires, c'est-à-dire qu'on était dans l'égalité totale et que les gens le faisaient chez eux, dans la baignoire, si je peux employer cette image, ce qui causait bien sûr une souffrance beaucoup plus élevée que la situation qu'on connaît maintenant. Donc a priori, on ne copiera pas la Flandre, on va réfléchir avant. C'est-à-dire, là aussi, j'ai invité l'exécutif des musulmans et le consistoire juif pour voir ce qu'on peut faire. Peut-être qu'on peut développer d'alternatives parce qu'il faut y travailler, ça c'est sûr. Alors, quelques questions Twitter. Ils sont féroces, hein, parfois, les internautes. Première question. Secrétaire d'État, à quoi votre profil est en flamand? Et moi, je ne parle pas cette langue, nous dit un Bruxellois sur Twitter. Et donc, votre site Internet... il est bilingue. Il n'est pas tout à fait bilingue. Et donc, effectivement, la description de vos fonctions de secrétaire d'État, c'est qu'en néerlandais. Oui, mais tout à fait. Mais donc, je pense que c'est un peu... Bon, les gens peuvent toujours faire des critiques, bien sûr, on peut toujours faire mieux. Mais déjà, j'ai posé, je pense, un acte important, c'est que j'ai engagé non seulement un porte-parole néerlandophone, mais un porte-parole francophone, Pierre Migisha, que certains d'entre autres, voilà, qui était journaliste aussi, parce que je veux effectivement communiquer dans les deux langues. Il est clair, je ne suis pas là uniquement pour les Bruxellois néerlandophones, je veux être là, faire de la politique pour tous les Bruxellois. D'ailleurs, on travaille sur un nouveau site qui sera bilingue, même voire trilingue. Très souvent, les tweets, monsieur peut vérifier, je l'ai fait une fois en néerlandais, une fois en français. Donc voilà. On va corriger et donc j'ajouterai le mot secrétaire d'État si ça peut satisfaire ce monsieur-là. Ouais, Jérémy, qui se présente comme Mirador citoyen, c'est son pseudo, vous demande comment justifier un cabinet pléthorique pour aussi peu de compétences. Oui, mais là, vous en avez quand même beaucoup des compétences, on a fait la liste. C'est ça, vous les avez tous nommés. Je pense qu'il y a du pain sur la planche. D'ailleurs, j'ai invité ce monsieur, mais il n'a pas invité malheureusement, pour venir passer une journée ou deux au cabinet pour voir un petit peu concrètement. Parce que j'avoue, voilà, c'est peut-être... Mais il y a 40 collaborateurs pour les ministres, Jean-Bruxelloise. Il y en a aussi 40 pour le secrétaire d'État. Est-ce qu'il faut ce chiffre-là? Un peu moins, il y en a 36, mais il ne faut pas oublier qu'à Bruxelles, on a deux casquettes, si je peux dire. On est à la région, mais on a aussi les compétences communautaires, la santé, VGC, le bien-être, les crèches et tout ça. Donc en fait, c'est un peu de cabinet. Voilà. 30 secondes. Vous êtes membre du CDNV. Est-ce que Chris Peeters, ça ferait un bon Premier ministre au gouvernement fédéral? Il serait tout à fait un bon Premier ministre, mais c'est aussi, surtout, un grand homme politique parce que ce qu'il a fait prouve qu'il n'a pas travaillé pour lui-même, mais pour la collectivité. Donc vous faites référence au fait qu'on a confié théoriquement le poste de Premier ministre à la famille libérale. Ouais. Et que Marianne Thyssen, c'était ça l'idée bien sûr, que Marianne, qui a une expérience incroyable à l'Europe, qu'elle est devenue quand même... Est-ce que vous allez vivre avec un Premier ministre libéral, même si par exemple Open VLD est 4e parti, ou est-ce que vous vous dites, finalement, s'il y a moyen de remettre Chris Peeters dans le jeu, ce serait quand même pas mal? Il est clair que j'ai une préférence pour Chris Peeters, mais je peux très bien vivre aussi avec les amis libéraux. On va travailler tous ensemble parce que je pense que finalement les objectifs sont plus ou moins pareils. Merci Bianca Debatz d'avoir été l'invité de l'interview. 18h le prochain journal, 18h25 votre rendez-vous avec le magazine de la rédaction et Muriel Berg. Bonne journée à tous.